Qui êtes-vous, nos invités, puisque on a décidé d'organiser ce sujet, on va dire, habitat inclusif, intermédiaire, et puis on a un peu navigué dans le débat, dans la thématique, dans la définition du sujet. Au début, on était parti sur le 4e âge, puis on s'est rendu compte que c'était peut-être une question qu'on pouvait élargir pour se poser toute une série de questions qui concernent l'habitat. Nous sommes architectes, un bureau d'architectes, donc on a l'habitude de se poser des questions liées à l'habitat, mais on connaît peut-être pas très bien l'ensemble des habitants, en particulier des habitants un petit peu intermédiaires, un petit peu en transition, un peu qui ont des fragilités et qu'on connaît peut-être pas très très bien. Donc on est très intéressé à avoir vos compétences en la matière, parce que vous venez d'environnements assez différents. D'abord, Laurent Beausoleil, donc il faut appuyer ici une fois pour allumer si vous voulez parler. Là, vous êtes déjà allumé, c'est parfait. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'AGES, qui veut dire Habitat et accompagnement des générations seniors à Lancy. Vous avez 3 structures, dont 2 dans un bâtiment qu'on a réalisé fini il y a 2 ans, 3 ans, et un EMS à Lancy. Alors, vous allez nous raconter, j'espère un peu, ce que vous y faites dans ces bâtiments, si ça fonctionne, ce que vous aviez imaginé à l'époque, qui était assez original. Et je crois savoir que ça fonctionne et que c'est assez original et que ça fonctionne super bien, c'est génial. On reçoit aussi Marc Villemier, qui est président du conseil de fondation de la Fondation de l'Orme à Lausanne, après avoir été fondateur et directeur de cette fondation pendant des années, avec un passage à la municipalité quelques années, 2 législatures, si je me souviens bien, à Lausanne. Et puis, vous avez une mission assez particulière. Nous avons, puisque je suis membre du conseil de fondation, il faut quand même le préciser, nous avons une mission à la Fondation de l'Orme un peu particulière, c'est qu'il y a un EMS traditionnel avec des personnes âgées, avec des troubles de la psychiatrie de l'âge avancé, mais aussi des personnes dans d'autres structures qui sont, alors j'ai retrouvé ça sur le site internet, dépendantes ou convalescentes ou invalides ou isolées, en gros, qui ont des troubles psy, en gros, et puis avec des prises en charge qui sont variées, soit des logements, soit de l'accompagnement à la journée, avec des thématiques sur la façon, ce qu'on appelle le housing first dans les institutions du Rotillon, où la question du temps d'adaptation à l'habitat est particulièrement importante, et puis où l'habitat est considéré comme un point de départ du processus de rétablissement. Alors, on en parlera tout à l'heure des liens qu'il y a entre ces EMS et ces structures de la Fondation du Rotillon. Et puis, Mireille Scholder, vous êtes directrice générale de la Fondation de Vernon, qui n'est pas que à Vernon. Hein. Je suis allé voir la carte de ces institutions. Vous avez, je crois, 600 résidents, résidentes ou personnes en situation de plutôt handicap, si j'ai bien compris, qui ont des troubles envahissants du développement, des troubles du spectre autistique ou des déficiences intellectuelles que vous hébergez ou auxquelles vous proposez des solutions, des activités socio-professionnelles la journée, où il y a aussi des classes, donc des écoles pour les tout petits déjà, jusqu'à enfin, toutes les étapes de la vie en définitive. Et puis ensemble, avec la Fondation de Vernon, la coopérative Le Bled s'est lancée dans une opération originale. Alors, on verra, pour l'instant c'est un peu difficile de faire un bilan, mais c'est une chose qu'on est en train de mettre en place, où vous avez mis sur place une équipe de travailleurs, travailleuses qui s'occupe de la conciergerie, enfin des aspects de nettoyage pour la coopérative Le Bled au Plaine du Loup. Donc, c'est toute une équipe accompagnée de 2 maîtres socioprofessionnels. Il y aura un jour probablement un aide au super concierge, qui est une personne aussi en situation de handicap, et un jour aussi, mais ça va se faire ces prochains mois, un logement qui n'a pas été pensé pour être adapté, mais qui sera attribué à une personne en situation de handicap, mais on ne sait pas encore lequel, comment. Et donc, ce qui nous intéressera, c'est de savoir comment tout ça se goupille, tout ça s'organise autour d'un projet qui, lui, est un projet de coopérative, on va dire, tout à fait standard, si ce n'est qu'il est ouvert à ces populations et à ces centres d'intérêt. Alors, j'ai lu un livre qui m'a bien plu, qui s'appelle «
franchir du handicap, critique constructive d'une notion obsolète, qui a été un petit peu le point de vue, le point de départ du changement de la thématique d'aujourd'hui, c'est-à-dire que je pensais lire un livre sur le handicap, et il faisait beaucoup référence au 4e âge, 3e et 4e âge, et à la question de l'accueil des personnes fragilisées par l'âge. Et puis, ils font beaucoup de liens avec les situations de handicap. Et donc, c'est pour ça qu'on a un peu changé le titre, et on s'est dit, mais finalement, pourquoi on ne parlerait pas de logement inclusif pour savoir qu'est-ce qui relie toutes les personnes? Et puis, avec un certain nombre de questions que je me suis posées à la lecture de ce livre, c'est que finalement, est-ce qu'on n'est pas toutes et tous à un moment amenés, en tout cas, si ce n'est par l'âge, par la fragilité, qu'elle soit sociale, qu'elle soit psychologique, liée à un accident, liée au fait qu'on vit une précarité sociale, on perd un travail, par exemple, qui fait qu'on se retrouve systématiquement avec des fragilités qui sont comparables et qui font que les besoins d'habitat sont comparables, qu'on ait des problèmes sociaux, des problèmes psy, des problèmes liés à l'âge, etc. Et ça m'a rappelé un dessin de Serge Tisseron, qui est psychiatre et dessinateur, qu'on avait utilisé dans le cadre de notre travail de diplôme avec Alvaro Varela en 1997 déjà, où on voyait deux personnes assises dans la rue, une qui disait à l'autre j'ai eu des problèmes psy qui ont donné des problèmes sociaux, qui ont donné des problèmes psy, et l'autre lui répondait ah bah tiens, c'est étonnant, moi c'est exactement le contraire. Et qui montrait finalement qu'il y avait des besoins, et des besoins particuliers qui sont de l'ordre social et de l'ordre de la prise en charge psychologique. Et donc, le travail de diplôme pratique, c'était une structure de réhabilitation psychosociale. Et ce rapport entre le psy et le social nous intéressait beaucoup. Et on se rend compte que dans le vieillissement et dans l'ensemble des enjeux auxquels on est confronté dans vos structures, très probablement, et en tout cas, nous qui nous posons les questions de l'habitat inclusif, à ces questions qui sont en fait assez comparables. Alors, j'aimerais bien déjà vous entendre sur cette question. Est-ce qu'on n'est pas toutes et tous à un moment le fragile de quelqu'un? Est-ce qu'on a des besoins particuliers? Est-ce que finalement, on ne devrait pas concevoir ce qui était un peu la conclusion de notre diplôme quand les experts s'étaient prononcés? On devrait tous toujours faire des habitats inclusifs pour tout le monde. Et puis que c'est comme ça qu'on arrivera à accueillir et des personnes âgées et des personnes dans une norme, au sens de ce qu'il faut définir. On parlera de cette question de norme tout à l'heure. Et est-ce qu'on n'est pas le jeune, le vieux, le fragile, le dépendant économiquement, toujours de quelqu'un? Madame Scholder. C'est bon, vous pouvez parler. Non, c'est pas bon. Si on appuie une fois. Voilà. Merci de m'avoir invité à cette table ronde. Et puis, ça résonne tout de suite chez moi ce que vous dites, parce qu'à la Fondation Vernon, on a une phrase de Charles Gardou qu'on aime bien, qui dit « Le seul lien natif entre les hommes, c'est la vulnérabilité ». Et il dit aussi qu'il y a 1/7 de l'humanité qui est en situation de handicap, tout handicap confondu. Donc en fait, on ne peut pas tellement se dire que la question de handicap, c'est quelque chose qui est très très loin de nous. On a tous dans notre entourage un enfant ou un cousin ou un collègue ou le fils d'un collègue qui est en situation de handicap. Donc c'est vraiment une question qui est sociétale. Et je voulais revenir sur la terminologie que vous utilisiez en situation de handicap. C'est une terminologie qu'on voit maintenant partout, mais souvent qui n'est pas bien comprise, parce que la situation de handicap, en fait, c'est la résultante entre un individu avec ses capacités, ses incapacités et son environnement. Et au cœur de l'architecture, justement, il y a le fait de réduire la situation de handicap et de permettre aux personnes, en fait, de pouvoir bénéficier d'un environnement qui ne leur pose pas des limitations, qui ne crée pas des obstacles à leur participation sociale. Donc, on est vraiment au cœur de ces réflexions. C'est comment on peut concevoir l'espace architectural et collectif de façon à réduire ces situations de handicap et assumer cette responsabilité collective qu'on a au niveau de la société. La Suisse a adhéré à la CDPH qui garantit l'égalité des droits. Comment est-ce qu'on peut, en tant que société, en fait, devenir plus inclusif et fait que chacun puisse trouver sa place. Donc on est vraiment, je trouve que votre question, elle est vraiment d'actualité extrêmement pertinente. Et alors, Monsieur Beausoleil, quand on parle de vieillissement, c'est un peu votre, comment on appelle ça, le business, votre business principal, on va dire. Finalement, la particularité du vieillissement, c'est que cette notion de handicap, elle est aussi fluctuante. C'est-à-dire qu'il y a des choses
qui arrivent au fil de la vie, en particulier liées au vieillissement, mais ça peut arriver à d'autres moments et à d'autres occasions, qui font qu'on est atteint dans sa santé et qu'on a des handicaps qui apparaissent ou des fragilités, parce que peut-être que ce n'est pas encore des dépendances complètes, puis qu'il y a un peu des choses comme ça qui apparaissent. Est-ce que vous reconnaissez dans cette notion et dans le lien qu'on fait entre personnes âgées et handicap, ou situation de handicap, ou est-ce que vous voyez une autre définition? Ah oui, il faut appuyer une fois. Voilà. Là, c'est bon. Voilà, vous m'entendez? Parfaitement, moi. Merci. Non, alors ce que vous venez de dire, effectivement, je ne peux pas m'associer à ça, dans le sens que c'est là la problématique, c'est qu'à fur et à mesure de parler de personnes en handicap, on rentre dans cette stigmatisation et on rentre aussi dans cette stigmatisation sur le plan architectural. Et c'est là le problème, c'est que j'ai envie de dire, et vous l'avez dit en préambule, il faut peut-être inverser la tendance. Aujourd'hui, on n'est plus à construire pour le jeune quadra dynamique et musclé, mais finalement, on est à construire pour une accessibilité universelle. Et c'est là où je crois que l'architecture doit s'ouvrir à ça, c'est-à-dire sans parler de handicap. L'accès à son logement sans marche convient également au petit enfant, à la maman avec la poussette, qu'avec la personne en fauteuil roulant ou à la personne avec une canne. Donc, je pense que ça doit être la norme. La norme est celle-ci. Aujourd'hui, finalement, à quoi bon d'avoir une baignoire chez soi et pourquoi pas une douche à l'italienne, quoi qu'il y ait encore beaucoup d'efforts à faire pour les douches à l'italienne, mais enfin, ça, c'est autre chose, c'est technique. Mais finalement, en plus, avec les questions d'énergie et problèmes climatiques aujourd'hui, le plus simple de prendre une douche qu'en bain. Voilà. Et donc, moi, je conçois finalement, il y a vraiment un changement un peu de paradigme où on doit être dans cette accessibilité universelle et éviter de la stigmatiser. C'était un des enjeux qu'on avait avec Tribu à Lancy, c'est-à-dire, certes, on ne veut plus mettre les seniors en EMS, donc on ne va pas faire en EMS, on va faire en immeuble. J'ai dit, mais si on fait un immeuble avec des vieux, ça sera l'immeuble des vieux. Donc, il faut montrer que cet immeuble a un usage pour tous et qu'il appartient à tous. Donc, on va faire dans cet immeuble de l'intergénérationnel, du commercial. On va vraiment créer une mixité pour justement sortir de ces schémas stigmatisants. Très bien. Ben, ça me semble être une très bonne réponse à cette hypothèse. Moi, je ne défends rien. Marc Vieumier, la Fondation de l'Orme gère un IMS, bientôt 2, ou 1,5, puis bientôt 2,5. Il y a ces structures qui sont des structures un peu étonnantes. Je pense que quand on connaît pas, puis qu'on débarque, et puis qu'on voit un peu la mission de gens qui sont accueillis, qui sont hébergés, et qui viennent de situations à très bas seuil, c'est-à-dire qui ont vécu des situations de polytoxicomanie ou de troubles psychiatriques assez qu'on imagine devoir enfermer ou mettre dans des structures extrêmement cloisonnées. Mais finalement, on se rend compte que là, il y a des logiques d'habitat et d'inclusion qui sont… Pourquoi finalement être passé de l'EMS traditionnel pur à ce type de structure? Et puis, quels sont les liens qu'il y a dans ces habitats entre les deux types? Appuyez une fois. Ouais, une petite fois. Voilà, puis normalement, ça devrait être bon. Non, il n'y a pas encore. Il faut rappuyer une fois longuement. Oui, c'est terminé. Et voilà, ça joue. Voilà. Ce que j'aimerais dire pour commencer, peut-être bien modestement, c'est que les personnes âgées en Suisse, le canton de Vaud, à Genève ou ailleurs, ou les personnes en situation de handicap psychique, social, ce n'est pas une espèce de masse uniforme qui ont tous les mêmes besoins et les mêmes intérêts. Tous ces gens sont comme tout le monde, comme vous, comme moi. On a des souhaits différents, des envies différentes, des élans différents, des croyances différentes. Et je peux aussi un peu dans ce contexte-là qu'il faut placer tout ce débat qu'il y a aujourd'hui. Il n'y a pas une réponse la même pour toutes ces personnes. Il y a plusieurs réponses possibles et
dans la mesure où c'est réalisable, il faut essayer de répondre à tous ces gens. Et bien sûr, c'est la question de l'inclusion. Hein. Alors, c'est maintenant excessivement tendance, et je pense que c'est une bonne chose que ce soit tendance, que ce soit à l'école, que ce soit au niveau du handicap, au niveau du travail. Alors, tout ce qui peut être fait pour que le plus de prestations possibles ou le plus d'accessibilité à des droits lorsque c'est possible à tout le monde, bien sûr, c'est bien. Mais après, je pense qu'il faut aussi faire attention à ce que j'appelle un peu pompeusement peut-être une espèce d'impérialisme de la minorité, où on ne peut non plus pas demander que la société accueille ou donne des prestations ou permette de vivre à tout le monde n'importe où et n'importe comment. Alors, je pense que pour compléter un petit peu ça, je pense qu'on peut aussi très bien être dans un EMS et faire partie de la société. Et c'est peut-être ça le vrai débat. Je pense qu'il y a 50-60 ans, quand on entre en EMS, on était retiré de la société, souvent à la campagne. Et aujourd'hui, les institutions, pour l'exemple des EMS, elles sont dans les quartiers, à Métamorphose par exemple, dans les plaines du Loup par exemple, où il y a de très nombreux contacts qui se font avec la population. Alors, quand on parle uniquement d'institutions, on peut parler aussi des appartements qu'on a à l'extérieur des institutions. Si on parle d'institutions, il s'agit que des établissements organisent, placent les MS au milieu du quartier avec le plus de synergie possible avec les quartiers, que ce soit les habitants, des commerces ou d'autres. Hein. Le but, là, c'est que, comme l'EMS est au centre du quartier, on se rend compte qu'il y a des gens qui ont des besoins particuliers. Donc, c'est plutôt un message aux gens du quartier autour, ou est-ce que c'est une plus-value pour les résidents, les habitants de ces structures, que d'être dans la ville? Alors, je pense que si on parle des personnes âgées, hein, je rappelle, une fois de plus, ce n'est pas un groupe uniforme. Hein, le but, quand même, c'est que la vie continue avec des relations. Alors, il y a le personnel, il y a les familles qui sont les relations traditionnelles, mais les relations, comme quand on vit dans un appartement en ville, hein, d'avoir des relations le plus nourries et le plus nombreuses possible avec l'ensemble du quartier, ça doit être travaillé et ce n'est pas forcément évident. Puis après, si on prend la psychiatrie ou ce qu'on peut appeler, je ne suis pas spécialiste de ça, mais si on prend l'exemple du Rotillon qui est juste en dessous, on s'aperçoit que le Rotillon, c'est une petite institution où il y a des appartements communautaires en plein centre-ville, dans un quartier très, très stimulant. Hein. Et on comme dit tout à l'heure, avec des gens qui ont été des SDF, qui ont vécu de la rue longtemps, avec des problèmes de toxicomanie, bien sûr. Mais on s'aperçoit que ces gens-là, pas tous, hein, mais une partie de ces gens-là, après avoir vécu X temps en institution, au Rotillon par exemple, mais souvent aussi dans d'autres avant, finalement, ils en ont marre de cette contrainte institutionnelle qu'on leur dise il faut faire ci, il faut faire ça, le petit déjeuner, c'est telle heure à telle heure. Et finalement, on a développé, maintenant, on en a eu plus de 40 d'appartements en ville, des appartements tout à fait traditionnels, seulement qui doivent être adaptés, qui doivent être PC compatibles. Hein, PC, ça veut dire prestations complémentaires, ouais, parce que financées par le canton. Pour financer le loyer, ils n'ont pas les sous pour se payer des loyers du marché, encore moins à Genève, je pense. Hein. Alors, l'idée, c'est qu'on s'aperçoit que beaucoup de ces personnes qui ont un profil, une vie très cabossée, le fait d'être chez eux, dans un appartement en ville, donc tout à fait ordinaire, avec un appui d'une équipe mobile qui voit un petit peu comment se passe, si les médicaments sont pris, etc., mais qui aussi intervient auprès des voisins, s'il y a des problèmes X, Y, Z, pour essayer de combler, de compenser des problèmes de comportement, on s'aperçoit que beaucoup de ces gens-là, quand je dis beaucoup, ce n'est pas 5000, hein, mais c'est l'expérience qu'on a, c'est que ces gens-là, souvent, même avec des parcours de vie très cassés, ils vont mieux en appartement parce que c'est chez eux, puis on leur fout un peu la paix. Je veux dire, si le lit n'est pas fait, si la vaisselle n'est pas faite, même s'il n'y a pas de vaisselle du tout, ben, c'est leur affaire. Hein. Je veux dire, on respecte ça. Et le fait d'avoir un endroit qui est chez eux, où c'est un petit peu leur petit monde à eux, ça leur permet de beaucoup mieux s'autoréguler et puis d'avoir une vie, probablement, qui correspond mieux à ce qu'ils souhaitent. Alors, effectivement, ça pose la question, ce qu'a dit M. Beausoleil tout à l'heure, sur adapter à quoi. Visiblement, vous avez une idée, M. Beausoleil, assez claire de ce qui est nécessaire, en tout cas par rapport à vos besoins à vous.
C'est-à-dire, en gros, accessibilité, ça sous-entend chaise roulante d'une certaine manière, ça sous-entend taille d'ascenseur et place dans des salles de bain, on peut dire. Et puis, alors vous avez parlé de la douche, il faut effectivement on peut en parler parce que c'est effectivement très, très compliqué à faire. Nous, on déteste les douches à l'italienne parce que les carreleurs ne sont pas capables de le faire. Mais à part ça, je vis aujourd'hui, depuis quelques semaines, avec une douche à l'italienne. Ça fait un peu camping, c'est vraiment très sympa, quoi. C'est ma vie du camping. Donc, donc, je suis très heureux dans ma douche à l'italienne. Et c'est vrai, la question de l'adaptation, c'est quoi l'adaptation? Évidemment que peut-être que vos résidents, ils n'ont pas du tout les mêmes besoins que ça. Et donc, quand on dit adapter à quoi? Et on a beaucoup parlé de logement protégé, de logement adapté, etc. Mais on n'a jamais vraiment défini à quoi. Et finalement, est-ce que le fait d'adapter et de dire adapter, on stigmatise et on dessine finalement le handicap et non pas l'habilité ou l'habileté des gens. Donc, c'est peut-être une provocation, mais est-ce qu'il ne faudrait pas justement une baignoire pour que les gens apprennent à enjamber une baignoire? C'est une provocation, hein, je répète, pour des personnes âgées, mais peut-être qu'il y a aussi une force de l'habitat pour maintenir dans une certaine normalité, c'est-à-dire aller jusqu'au bout d'un processus habilitant. Donc la question, c'est adapter pour vous ou pour vos résidents. Est-ce que vous avez une définition d'adaptation? Est-ce que vous en avez plusieurs? Et à ce moment-là, qu'est-ce qui pourrait réunir l'ensemble de ces définitions? Alors moi, je partage assez votre avis par rapport au design universel, qui est de dire chaque fois qu'on peut faire en sorte que l'habitat, mais le quartier, je dirais, parce que l'inclusion, c'est plus que simplement être dans son appartement, c'est aussi pouvoir participer à une vie collective et communautaire. Chaque fois qu'on peut le faire en pensant à tous, justement, on ne stigmatise pas. On n'est pas en train de dire ici une personne avec une déficience intellectuelle. Je prends un exemple tout bête, c'est les plaques à induction. Quand on enlève la casserole, c'est froid, ça évite que les enfants se brûlent et puis ça évite que les personnes oublient d'éteindre la plaque et puis l'appartement prend feu. Et ça pose zéro problème au reste de la population d'avoir ce genre d'équipement. Sauf si on a un pacemaker, semble-t-il. Sauf si on a un pacemaker, peut-être. Enfin, ça, je ne suis pas à vos connaissances. Ça exclut l'inclusion, exclut les pacemakers. D'accord. Donc, il y a une technologie encore autre à trouver pour Mais qu'elle bien soit sûr. totalement universelle. Donc, il y a ces aspects-là. Et moi, je partage l'idée qu'effectivement, quand on essaye de réfléchir en termes de lever des obstacles, on va vers quelque chose qui est justement adapté à tous, en fait. Après, par rapport aux personnes qui ont une déficience intellectuelle, c'est moins purement architectural que dans la possibilité de participer à la vie de la société. Et là, on doit penser, en fait, un peu comme vous l'avez imaginé, de se dire comment est-ce qu'on crée de la convivialité, du lien social, comment on crée un esprit de communauté dans un quartier, c'est presque de l'urbanisme, de façon à ce que le tissu social soit capable d'être inclusif et de faire de la place à la différence. Mais la différence, c'est la différence d'un enfant qui crie, d'une personne avec une déficience intellectuelle ou avec un trouble du spectre de l'autisme ou d'une personne âgée. Donc, c'est un champ qui est assez large. Pour les personnes que nous, on accompagne, on en a aussi 60 qui vivent dans leur propre appartement et généralement, elles apprécient beaucoup. Parfois, on a des échecs et des retours en institution. Et l'échec, c'est jamais que l'appartement n'est pas adapté, c'est la solitude. Et c'est que dans un immeuble où on a un ascenseur et puis on va dans son appartement, on croise jamais personne, il n'y a pas d'espace collectif, les espaces de circulation permettent d'éviter tout contact social. Ces personnes, elles crèvent de solitude. Ouais. Et à un moment donné, le retour vers l'institution, c'est la possibilité de retrouver du lien social et d'exister parce qu'on existe quand même dans le regard de l'autre. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à penser sur comment est-ce qu'on peut créer les occasions pour que justement il se passe ces rencontres. Parce que quand on crée des espaces pour, il y a des rencontres qui se font. Et je pense au Blaine, notamment dans
dans le projet de cette équipe qui va venir faire du nettoyage, les gens, ils ont des rêves. Et ils ont des rêves justement de pouvoir être des gens qui puissent participer Mhm. à cette vie de communauté, Quand vous dites proposer les gens, des les travailleurs. Donc. travailleurs. Ouais, Ouais. ouais, c'est ça. Ils ont envie d'être force de proposition, ils ont envie de pouvoir contribuer plus que par la propreté, et donc de trouver une place dans la société qui fasse sens. Mhm. Ça met la barre très haut par rapport aux attentes de ces travailleurs et donc de la responsabilité peut-être des habitants. C'est que... Mais ça peut être des petites choses, hein. C'est pas forcément des grands projets, mais ça peut être de se mettre en lien avec des personnes qui auraient besoin d'un coup de main pour faire des courses. Ouais, ouais. Ça peut être de créer un moment, un lieu d'animation où il se passe quelque chose avec des enfants du quartier, des choses comme ça. Ouais. C'est pas forcément, toutes ces petites choses qui font vivre le voisinage, mais s'il n'y a pas d'espace qui est pensé pour, l'occasion ne se présente pas. Ouais. Alors ça, M. Beausoleil, justement, cette question de solitude en particulier, donc une question qui n'est pas du tout liée à un handicap ou une fragilité, mais bien le fait que, voilà, on se retrouve seul et donc on a un problème. J'essaye de meubler en attendant que ça s'allume votre micro. Mais ça, vous reconnaissez que c'est aussi une problématique qui concerne les personnes, les seniors, comme on dit. Et donc, est-ce qu'il y a des choses à faire au-delà de l'accessibilité universelle pour que l'accessibilité, ça soit aussi la relation sociale universelle? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'il y a des besoins peut-être de rencontrer ses voisins et donc de se croiser, de partager un petit quelque chose. Et donc, cette idée de voisinage, elle est aussi, j'imagine, importante pour des personnes âgées, en particulier dans le bâtiment de Lancy. Alors, pas du tout. En fait, dès qu'on est âgé, on n'a plus du tout envie d'avoir de contact. Non, la relation est fondamentale. Elle est fondamentale et c'est là où l'inclusion ne se décrète pas. L'inclusion, elle se construit, elle se réfléchit d'abord et ensuite elle se construit, d'où l'importance de travailler ensemble, que ce soit architecte, que ce soit philosophe, que ce soit habitant, que ce soit futur locataire, dans le sens que, comme disait Madame, le logement, on ne vient pas juste le poser sur un plan localisé de quartier. Il faut penser à la côté du logement, il faut penser à la proximité, à l'aménagement urbain, à l'accessibilité, j'ai envie de dire urbaine, c'est-à-dire je sors de chez moi et qu'est-ce que j'ai et de quelle manière je peux y accéder. Et ça, effectivement, c'est important et qu'on soit âgé ou pas, c'est vraiment quelque chose de fondamental. On l'a vu, nous, avec ce dernier projet à Pont-Rouge, où on allait au-delà du lotissement, on se tournait déjà sur l'extérieur en termes d'accessibilité, en termes de commerce, en termes d'entités voisines, pour essayer vraiment d'être dans ce vivre ensemble. Et c'est important et ça ne se décrète pas vraiment, je tiens à le dire, parce que bien souvent, on se dit, sympa, là, on a posé un EMS, puis à côté, on va mettre une crèche, comme ça, c'est bon, c'est sympa, il y a des gamins, puis des vieux, c'est cool. Malheureusement, ça sera l'échec le plus total. Et donc, ça, c'est vraiment important. Et c'est pour ça que si vous souhaitez une baignoire dans votre appartement, il n'y a pas de souci. Mais il faut que le problème, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment qu'on soit dans cette dynamique de l'appartement adaptable. C'est ça, c'est toujours d'avoir dans sa tête, se dire, OK, c'est adaptable cette histoire, OK, parce que, et très concrètement, quand on est parti avec Tribu dans notre projet de Pont-Rouge, on est parti, alors on savait, avec des seniors, on est parti avec des jeunes. Et tout à coup, en cours de route, sont venus justement des adultes avec une déficience intellectuelle. C'est-à-dire, ce sont tout à coup, c'est un secteur sur Genève qui nous a approchés en disant, mais c'est un secteur qui est confronté au vieillissement, qui est confronté à la dépendance, qui a besoin d'aide. Vous en apportez par le biais de votre projet ici. Est-ce qu'il n'y aurait pas un logement pour ces personnes-là? Oui, il y avait un logement. Mais parce qu'on a des gens en fauteuil, mais c'est bon, tout y est. Donc là, ça a montré qu'on avait une réactivité immédiate et qu'on pouvait transposer ce lotissement de suite pour une catégorie qui, au départ, n'avait pas été pris en compte. Donc, voilà. Alors, ça, c'est intéressant parce que ça montre que c'est quand même bien, cette accessibilité universelle, elle est possible quand on fait du neuf. Donc, un nouveau quartier, une opération comme à Lancy qui s'intègre dans une dynamique urbanistique plus large. La question peut-être problématique, c'est et puis les autres. Et puis, est-ce qu'on n'est pas en train de créer une sorte de miracle extraordinaire, tellement c'est adapté, tellement c'est super. Et puis finalement, le reste de la ville est laissé à l'abandon. Ouais, non, alors on est en train de mettre la locomotive, j'ai envie de dire.
dans le sens que le train va suivre. Et ce que vous dites est vraiment d'actualité. Aujourd'hui, le 99% des gens souhaitent rester chez eux à juste titre. On parlait du logement, du toit, c'est un endroit fondamental d'avoir son propre toit. Donc, la majorité des gens veulent rester chez eux. Donc, aujourd'hui, on doit pouvoir leur permettre ça. Ce qu'on constate sur Genève, en tout cas, ça fait 3 ans qu'on parle en fonds de rénovation. Macron, dans sa campagne, avait parlé du fonds Adapte Plus, c'est-à-dire qu'en France, j'ai envie de dire, toute l'Europe occidentale est confrontée au même problème, au vieillissement de la population, et donc à la réadaptation du logement. Et là, il nous faut effectivement, l'adaptation sera effectivement pas plus coûteuse, mais par contre, elle sera parfois impossible. Le vieil immeuble avec les 3 marches sans ascenseur, on ne pourra pas le changer. Par contre, dans un premier temps, on pourra peut-être, au niveau de l'appartement, faire quelque chose. La fameuse porte dans la baignoire, tout bêtement. Mais le but n'est pas de prendre en bain et d'ouvrir la porte, c'est vraiment de pouvoir rentrer et de prendre la douche. Parce que certains me disent, mais c'est nul, comment tu veux que je me baigne? Non, le but, c'est que tu rentres sans obstacle dans ta baignoire pour en faire une douche. Voilà. Donc, ça, c'est là où, comme vous dites, il faut aujourd'hui se donner les moyens. Il y a Lausanne qui fait un très bel exercice actuellement avec Prosenectute. Il y a un quartier qui a été identifié pour voir le coût et puis les moyens et de quelle manière on peut réhabiliter un secteur. Et donc, ils font toute une enquête auprès des locataires. Et je pense qu'on ne doit pas passer à côté de ça. C'est-à-dire qu'on va devoir créer un fonds de rénovation pour soutenir ceux qui ne peuvent pas à adapter leur appartement et à les maintenir. Je veux dire, au-delà, sans stigmatiser, la vieillesse, c'est un tsunami. Ce qui nous attend, on ne se rend pas compte, mais ça va vraiment être en termes de personnes, quelque chose où il va falloir qu'on revoie l'aménagement, qu'on revoie l'interaction avec eux, quoi. Avec nous, en fait. Et parce que oui, c'est bien nous que ça bien sûr, concerne, effectivement. oui, absolument. Je ne voulais pas être désagréable. Oui, Madame Scholder, vous vouliez Je compléter. pense que des fois, c'est vraiment d'anticiper longtemps à l'avance, parce qu'effectivement, par rapport au problème de mobilité, l'amour des duplex et des triplex, Ouais. c'est super même quand on n'a pas d'enfant. Et puis, après, au cours de la vie, ça devient vite compliqué. Donc, effectivement, on devrait se poser des questions de fond, de se dire entre des choix esthétiques, peut-être se dire l'habitat, est-ce qu'il doit être de plein pied, plat, sur le même étage, etc. Et le penser à long terme. Mais ça, c'est quand on construit. Après, quand on l'a adapté pour les personnes avec une déficience intellectuelle, le défi, c'est le monde de la technologie. C'est-à-dire que pour eux, ce monde avec tout ce qui est la domotique, en fait, c'est pas une évidence. Et on pourrait gagner à revenir à plus de simplicité. C'est plus simple de régler la chaleur de son chauffage en tournant le bouton qu'en devant aller sur un clavier pour aller dans le menu, pour la régler sur la domotique de la maison. Et une certaine simplicité et sobriété, en fait, elle pourrait être aidante. Un autre volet, c'est tout ce qui est l'accession à la lecture. Les personnes qu'on accompagne, maintenant, on utilise un langage qui s'appelle facile à lire et à comprendre, mais c'est aussi un langage universel, c'est-à-dire qu'on met une idée par phrase et on enlève tous les mots superflus. Du coup, ça va pour les personnes qui ont de la peine à lire et ça va aussi pour les personnes de langue étrangère, etc. Et ça fait aussi que dans l'environnement, en fait, quand on veut communiquer quelque chose par l'écrit, on le pense au plus simple. Et je crois que si on va vers plus de sobriété et de simplicité, on a déjà fait un pas aussi dans le sens de l'accessibilité. Ce n'est pas toujours la technologie qui va rendre les lieux plus accessibles. Oui, alors ça, c'est aussi un autre sujet, un autre terme à la mode. Il y a inclusif et sobre et sobriété. Donc, en fait, on est pile poil dans la cible, mais ça pose quand même la question. Monsieur Beausoleil, vous avez parlé de ce fonds de rénovation. Il faut rénover, alors il faut assainir les bâtiments et donc il faut aussi rénover le parc immobilier. Assainir, c'est déjà un gros morceau. S'il faut rentrer dans les logements et commencer à adapter tout ce qui est à adapter, en gros, il faut repenser entièrement le parc immobilier, ce qui est ultra compliqué en fait. Donc, la Fondation de l'Orme, non pardon, répondez monsieur Beausoleil. La Fondation de l'Orme a récupéré
racheter un ancien hôtel, à récupérer un bâtiment qui est un bâtiment historique au Retillon. Donc, c'est là-dedans que ces structures se sont installées. Alors, Retillon, c'était une transformation relativement lourde, si je me souviens bien. Mais en gros, comment est-ce qu'on arrive à se satisfaire de ce genre d'équipement? Est-ce que toutes les formes de prise en charge conviennent, ou est-ce que finalement, ça veut dire qu'on est obligé d'accepter des bâtiments qui ne sont pas à l'image de l'espoir qu'on pouvait mettre en eux dans leur capacité à être adaptés à certaines problématiques? C'est bon, je pense. Celui-là, il va bien. Je disais juste un mot sur la baignoire. Hein. La baignoire, quand on est très âgé avec 2-3 problèmes de mobilité, c'est compliqué d'y entrer, mais c'est encore plus compliqué d'en sortir. Hein. Ma mère a passé 48 heures dessus dans sa baignoire sans sécutel, sans téléphone. Voilà, c'était assez traumatisant et pour elle et pour le voisinage et pour nous. Hein. Mais ceci étant dit, pour le Retillon, je vais parler d'un grand paradoxe. Donc, ce Retillon, c'était un bâtiment historique juste en dessous là-bas, qui était classé, on ne pouvait quasiment pas toucher, rien du tout. Et on a fait une petite institution avec des gens donc, qui hébergent des gens qui ont des problèmes sociaux, psychiques, des insertions très importantes pendant toute leur vie. On a fait 5 appartements de 5 pièces avec un salon au milieu, avec une petite cuisine, télévision, etc., en pensant voilà, que ça allait, par rapport aux institutions dans lesquelles les gens habitaient avant, ça allait être quelque chose de petit et de très convivial. Hein. On s'est aperçu que ces salons communautaires étaient une source de conflits permanents. Parce qu'il y en a qui voulaient regarder la télé, d'autres pas, d'autres qui voulaient regarder le match, d'autres qui voulaient regarder ça, d'autres qui voulaient mettre de la musique, d'autres qui laissaient leur veste à cet endroit, etc. C'était dans les 5 appartements, c'était la même chose. Hein. Une source de conflit permanent. Donc on les a tous supprimés. On a fait un bureau quelque part, etc. Et ce qui marche bien au niveau communautaire, c'est une salle à manger où les gens, il y a une utilisation commune à tout le monde, c'est de se nourrir, et c'est une courette extérieure où les fument. Et ça, il n'y a pas d'histoire. On a été surpris, on n'a pas dû l'être, on n'a peut-être pas dû faire ces petits salons. On pensait idéalement que ces personnes, en petits groupes, allaient bien s'entendre, c'est sympathique. Ça n'a pas été du tout comme ça. Ils préfèrent être dehors ou dans leur chambre. Ils n'aimaient pas ces lieux communautaires. L'autre chose pour l'hôtel des Inventions, c'est cet hôtel qu'on a acheté, mais aussi pour plutôt des gens qui ont des problèmes sociaux. Alors là, c'est aussi intéressant de voir par rapport aussi aux activités qu'on peut proposer. Alors, je caricature volontairement. C'est vrai il faut toujours un petit peu occuper, on essaie toujours d'occuper un petit peu ces personnes. Alors, pour caricaturer à l'extrême, on leur fait faire des Mickey ou des trucs comme ça qui ne sont pas très utiles. Et là, finalement, on s'est arrangé avec 6 appartements qui sont juste à côté de l'hôtel, et c'est des résidents, des usagers, des locataires qui font la conciergerie dans ces maisons. Alors, ça a le gros avantage que ça a beaucoup enlevé la crainte que les gens avaient d'avoir des gens qui ont des problèmes psy qui viennent là, que ça va être épouvantable, les enfants, etc. Tous ces discours qu'on entend tout le temps. Et alors, non seulement c'est bien pour l'image de ces gens par rapport aux locataires classiques qu'il y a dans ces appartements, et les locataires de chez nous, de la Fondation, qui font ces prestations, c'est des vraies prestations, c'est un vrai job, et je pense qu'il est très présent. Alors ça, je pense que c'est des petits exemples qui sont intéressants. Quel est le rôle entre les institutions que vous représentez? C'est finalement, êtes-vous nécessaire? Je provoque, hein, mais en gros, on cherche à inclure, on a des populations particulières avec des problématiques dont vous êtes les spécialistes. Mais finalement, est-ce que vos habitants et résidents, ils ne pourraient pas vivre chez Bernard Nicot ou chez n'importe qui d'autre? Peut-être pas Bernard Nicot, mais alors quoi exactement? Alors justement, parce que si ce n'est pas Bernard Nicot, est-ce que c'est peut-être le Bled? Et quelle est la différence entre Bernard Nicot et le Bled, entre le Bled et vos institutions? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que c'est si nécessaire de
de garder cette part d'institutionnalité? Est-ce que finalement, votre service, ce n'est pas justement celui de cette équipe mobile qui passe une fois par jour, par semaine ou par mois, des maîtres socioprofessionnels, et puis finalement, vous pourriez être un peu hors les murs et toujours invité chez des gens, et puis mettre un petit peu de tout ce que vous nous avez décrit dans tous les projets, et peut-être de revenir même en arrière de façon un peu rétroactive sur la ville qu'on a faite ces 50 dernières années en disant, eh ben voilà, maintenant, il y a ici un logement qu'on va créer chez Bernard Nicot, pourquoi pas, et puis on va l'imposer peut-être, et puis on va créer des choses qui font que tout le monde aura sa part d'inclusif, parce que sinon on recrée toujours un petit peu, si ce n'est un mini ghetto, peut-être un peu une structure qui est très encadrante et peut-être très stigmatisante, ou bien? C'est une vraie question, hein, je n'ai pas de réponse à ça. Je pense que c'est, enfin, moi j'aime bien dire c'est et c'est pas où. Oui. Il y a des personnes qui vont vraiment bénéficier de vivre dans leur propre appartement en milieu urbain avec un éducateur qui passe une fois par semaine. Il y a d'autres personnes pour qui le milieu urbain, c'est une restriction en soi, et le fait de se retrouver dans un environnement où il n'y a pas de voiture, par exemple, du Ouais, tout, ouais. qui est sécurisé, où il y a d'autres personnes aussi, des pairs, hein, parce qu'il ne faut pas se dire que la seule relation de valeur, elle est avec le neurotypique, la personne dite normale. Entre eux, les personnes qui ont une déficience intellectuelle, ils ont du plaisir et de l'envie d'avoir des pairs qui comprennent qui ils sont, Oui. ceux qui vivent, sans avoir tout le temps à faire l'effort de s'adapter à la personne dite normale. Ouais. Donc il y a une vie entre eux, des relations affectives, des relations amicales qui font partie de leur qualité de vie. Donc il faut pas, moi je dirais, la solution, c'est pas de mettre tout le monde en ville dans son appartement, même si c'est quand même beaucoup plus facile d'avoir des appartements individuels que des appartements collectifs. Avec notre population, on a aussi quasiment supprimé tous les appartements à 3, voire 2. Maintenant, on va plutôt des appartements individuels. C'est la même problématique que quand on ne choisit pas, c'est difficile de cohabiter. Mais il doit y avoir, malgré le fait qu'il y a des grandes tendances à la désinstitutionnalisation, on doit pouvoir prendre en compte le besoin de ceux qui le veulent de pouvoir vivre dans un espace plus communautaire. Après, il y a un coût pour la société. Alors, on peut se dire qu'il y a certaines personnes qui aimeraient vivre en dehors de l'établissement socio-éducatif, mais ils ont besoin d'un accompagnement du 1 pour 1, 24 heures sur 24. Ouais. Et là, on est sur des coûts qui avoisinent 10 000 francs par mois, par personne. Et donc, c'est un problème de société aussi de se dire, est-ce qu'on va mettre cet argent-là pour que chaque personne qui le souhaite, c'est ce que demande l'Initiative pour l'inclusion, que chaque personne qui le souhaite puisse bénéficier de la compensation du handicap en ayant une personne avec elle 24 heures sur 24, parce que la société est prête à financer ses coûts là aussi, quoi. Si on fait ça, il y aura une partie supplémentaire de personnes qui pourra vivre justement dans un appartement de M. Bernard Nicot avec son équipe de 5 personnes, 365 jours par année, 24 heures sur 24 qui va l'accompagner. Et un certain nombre de personnes seront très contentes. Et il y a encore des personnes qui préféreront vivre dans quelque chose où ils ont des relations entre pairs, chacun leur chambre, chacun leur espace, mais où ils trouvent une convivialité et une sécurité en fait qui participent à leur qualité de vie. Je pense qu'il faut éviter tout dogmatisme. Ce qui est essentiel peut-être, c'est de leur donner la parole et que les gens ils aient le choix et qu'on ne leur impose pas l'inclusion pour tous à tout prix de manière dogmatique, comme on ne leur impose pas de vivre de manière séparée dans des institutions à la campagne. Et qu'on multiplie les formes des appartements sans barrière architecturale, mais des appartements qui sont totalement ordinaires, des appartements qui sont accessibles financièrement, en ville, à la campagne, parce qu'ils n'ont pas tous envie d'être en ville, et qu'on ait une multitude de solutions pour répondre aux désirs et aux aspirations des personnes, surtout qu'on leur demande ce qu'elles veulent faire. Et si on offre plus de possibilités qu'il y a de place, on redonne des vrais choix. Actuellement, dans le dispositif vaudois, on est très, très limite
sur les places. Donc, les gens, ils n'ont pas tellement le choix de se dire j'ai envie d'aller là plutôt que là. Ils doivent prendre la place qu'il y a. Et si on arrive à créer de la souplesse dans le dispositif et en ayant des choses qui puissent être transversales à nos domaines d'activité. Parce que si les appartements ne sont pas pour la personne du 4e âge ou pour la personne déficiente intellectuelle ou la personne qui a des troubles psychiques, mais que ça puisse être transversable à toute personne vulnérable, on augmentera aussi la probabilité que les gens puissent choisir leur mode d'habitat. Oui, Marc. Est-ce que l'institution est nécessaire ou pas? C'est un peu la question. C'est ça. Alors, pour un EMS, c'est clair que l'institution, elle est hyper présente, elle est même omniprésente. Trop, est-ce qu'on peut faire? Moi, je ne sais pas, parce que tous les actes de la vie quotidienne, beaucoup en tout cas, sont accompagnés ou rendus possibles grâce à l'institution. Après, dans d'autres structures d'appartements protégés ou les institutions dont je parlais en psychiatrie, c'est important que l'institution se fasse le plus discret possible. Mais je pense quand même qu'elle est nécessaire. Madame disait qu'effectivement, l'inclusion, voilà, c'est un mot, mais effectivement, pour certains, ils en ont aussi ras-le-bol d'entendre ce mot sans arrêt. Eux, ce qu'ils ont envie, c'est de pouvoir faire un peu des ordres de l'appartement s'ils ont envie de faire comme ça, puis qu'on leur dise pas tout le temps, il faut faire comme si ou comme ça. Et je dirais, l'institution, je pense qu'elle est quand même nécessaire. Je prends l'exemple des appartements protégés du Rotillon, c'est 42-43 appartements. Jamais les gens qui occupent ces appartements, en tout cas très peu nombreux, seraient à pouvoir trouver un appartement, parce que les gérants nous téléphonent pas régulièrement pour demander si on a déjà mettre dedans. Donc, ils préfèrent prendre des gens, guillemets, normaux, qui ne posent pas de problème, qui ont un petit peu de sous et qui n'ont pas d'acte de défaut de bien. Alors, l'institution, là, déjà, c'est elle qui essaie de rassembler un certain nombre d'appartements, souvent qui signe les baux, qui prend des garanties, et ça, c'est nécessaire. L'institution, elle est aussi nécessaire pour ces gens-là, pour calibrer un peu le soutien qui est nécessaire aux personnes pour pouvoir continuer à bénéficier de vivre à la maison. C'est souvent des équipes mobiles, des infirmières, en psychiatrie, des éducateurs, assistants sociaux ou autres. Alors, l'idée, c'est effectivement de pouvoir être le plus discret possible, d'intervenir moins soit possible, et c'est la difficulté du job et la beauté du job. C'est que les interventions soient suffisantes pour permettre à la personne, tant qu'elle le veut, d'être chez elle. Et ça, M. Beausoleil, donc vous étiez directeur d'EMS avant, et maintenant vous êtes directeur de deux structures qui sont assez différentes. Comment est-ce que vous êtes directeur de l'EMS et directeur de cette HEPS? Alors, effectivement, le choix doit exister et il sera maintenu. Par contre, je pense qu'on doit décloisonner. C'est-à-dire qu'on a des belles infrastructures, des très beaux EMS, on a des grosses structures, mais il faut qu'on leur redonne de la souplesse et de l'ouverture. Et aujourd'hui, si on veut maintenir chacun là où il peut et là où il veut, il faut qu'on puisse travailler en transversalité, comme disait Madame, en synergie, mutualiser. Je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, il y a 2 établissements médico-sociaux sur Lancy que l'on gère, et on a les gens du quartier qui viennent en nous disant « mais moi, je n'arrive plus à me faire à manger, est-ce que vous pouvez m'amener à manger ?» Ah oui. Écoutez, oui, alors on va le faire 1 fois, 2 fois. Pour finir 3 fois, il faut que j'engage un cuisinier, il faut que je mette en livreur. Donc, je me tourne vers les autorités de santé en disant voilà, j'ai cette possibilité. Ah non, les repas à domicile, c'est telle institution. Donc, on est très en silo. Et ça, il va falloir que ça devienne perméable parce qu'on ne pourra pas tenir comme ça. J'ai des gens qui viennent à l'EMS passer la journée parce qu'ils s'ennuient chez eux, mais la proximité est là. Ouais. Donc, ils passent, donc c'est sympa. Mais quand vous devez commencer à l'accompagner aux toilettes, quand vous devez veiller à ce qu'il mange, vous dites, il me faut une aide-soignante, là, il me faut un 10% qui puisse gérer. Donc, et on vous dit, ah non, ça, c'est le foyer de jour. C'est une structure comme celle-ci. Vous ne faites pas foyer de jour, vous ne pouvez pas le prendre la journée. Ou il vient dormir chez vous et puis il paye sa pension ou pas. Donc, on est là-dedans. Et ça, c'est quelque chose où aujourd'hui, on doit vraiment réfléchir parce qu'effectivement, les institutions avec leur base, elles vont rester, mais elles ont une telle richesse de compétences qu'il faut qu'on les partage, vraiment qu'on les partage et qu'on en profite. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait quand on est parti dans ce HEPS, c'est-à-dire dans cet immeuble, ce qui veut dire habitat évolutif pour seniors. On a dit qu'il faut qu'on puisse laisser la personne choisir, mais chaque fois répondre à son besoin. Et donc, on s'est dit jusqu'à la fin de sa vie.
Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il faut pour rester jusqu'à la fin de sa vie? Il faut tout ce qu'on sait aujourd'hui, mais qui est dans une configuration de silo. Il faut l'aide à domicile, il faut son appartement, il faut son hôpital, il faut l'unité de gériatrie. Donc ça, c'est le parcours du combattant. Et c'est là où on a dit, on met tout ça sous le même toit. Donc tout ça sous le même toit, comme ça, il prend ou il ne prend pas. C'est à la demande. En plus, je suis sûr que financièrement, ça serait intéressant parce qu'il prend ce qu'il a besoin. Et donc, on est rentré dans ce concept d'immeuble où à la fois, on a un restaurant. Et ce restaurant a une mission d'assurer sa restauration pour tout public, mais aussi de faire les repas à domicile. Donc, actuellement, il y a une quinzaine de personnes qui bénéficient de soins à domicile. On a une unité de soins 24 heures sur 24 qui s'occupe, c'est une unité de répit. Je m'occupe de mon papa, je pars en vacances, il va là-bas. En même temps, cette unité, on leur a dit, vous êtes les gardiens des 150 autres logements. Si quelqu'un appelle, c'est vous qui allez dans les appartements. Donc, on a finalement mutualisé ces compétences dans une dynamique de soins à domicile. Alors qu'on nous avait dit, mais les soins à domicile, c'est un organisme sur Genève, ce n'est pas vous. OK, on vous le donne pour cette structure. Donc, on est comme ça. Après, la prévention sociale de l'isolement social, on a mis cette dynamique avec les étudiants et autres, on a mis, bref, en centre de santé, en physio et autres. Et donc, on est parti dans cette dynamique, on a dit chacun fait son business là où il veut, mais par contre, chacun travaille avec l'autre. Et je crois que c'est là où on arrive. Et c'est ce qui est important, c'est qu'il faut qu'on fasse des courants d'air entre ces structures qui sont extrêmement riches et qui ont de l'expérience. Et aujourd'hui, il faut qu'on soit vraiment beaucoup plus agile avec ces ouvertures. Oui, Marc? Ça me fait penser, comme M. Bosset l'a dit, on est en train de construire un EMS donc, dans les plaines du Loup, dans le quartier Métamorphose. Et on a, comme j'imagine c'est aussi le cas à Genève, il y a ce qu'on a chez nous, ça s'appelle des DIMES, des directives architecturales pour les EMS, où tout est très codifié. Il faut tant de mètres carrés pour ci, tant de locaux pour ça, tant de mètres pour ça, etc. Et finalement, en alignant toutes ces exigences, on a rempli l'institution. Je veux dire, et c'est ce qui me fait penser. Et il n'y a pas de locaux prévus pour faire quelque chose d'un petit peu alternatif. Je veux dire, Alors, par exemple, à la Fondation de l'Orme, parce qu'ils ont introduit toute la méthode, comme d'autres l'ont fait d'ailleurs, à Montessori, essayer aussi d'avoir pignon sur rue. Alors, il y a deux propositions, deux idées qui vont se faire. C'est un, de faire une radio de quartier partant depuis l'EMS, et deux, c'est un local de vente deuxième main. Parce que contrairement à ce qu'on croit souvent, parce qu'on a beaucoup de la psychogériatrie, déjà des Alzheimer, des démences, si on peut très bien les mobiliser souvent pour faire des activités simples, et souvent ça marche très bien. Donc ces deux choses, vente deuxième main et radio, l'État nous a dit, OK, mais ce n'est pas de l'EDEMS, si vous voulez ça, vous le financez vous-même. Ouais, c'est ça. Et puis, on a dit, écoutez, nous, on est prêts à faire des économies sur d'autres trucs, sur le type de salle de bain. On en vient toujours là, sur supprimer un WC quelque part. Non, ça, c'est les DEMS, on ne peut pas. Alors, je pense que là, il y a aussi... puis je pense que c'est deux activités. C'est une vraie activité avec pignon sur rue de relation avec le quartier aussi, qui fait venir des gens dans l'EMS, etc. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut en discuter entre architectes, exploitants et l'État, de dire voilà, les DEMS, 80% ou 90% doit être appliqué. Après, il doit y avoir quand même un montant. Ce sont après rajouter les prix du lit, mais en montant qui doit être disponible pour les institutions, pour 2-3 projets un peu plus personnalisés aussi, pour donner plus de personnalité. Les aider, c'est assez, je terminerai avec ça sur ce point-là. La Cour des comptes, comment ça s'appelle, la Genève aussi, qui surveille la gestion de l'État, a fait tout un immense rapport en disant c'est incroyable, ces EMS coûtent cher et ils ont tous la même forme. Alors, c'est en partie parce qu'il y a ces EDEMS que c'est le cas. Alors, cassons un bout des EDEMS et donnons un peu plus de personnalité aux établissements. Très bien. Eh ben, moi, j'aurais encore plein de questions, mais vu que l'heure avance, je propose qu'on ouvre les questions de la salle virtuelle ou de la salle réelle. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Alors, je vais peut-être partager quelque chose qui a été posté sur justement le forum virtuel. Donc, c'est une personne qui écrivait la chose suivante. Je suis père praticienne en santé mentale à la Cité des Inventions, gérée par la Fondation de l'Orme, un établissement psychosocial, un lieu de vie qui accueille 38 résidents, tous en situation de grande vulnérabilité psychique, sociale. Cet établissement est un établissement bas seuil et adopte le modèle d'accompagnement Le Rétablissement. J'y travaille depuis juin 2021 et j'ai été frappé par la difficulté des résidents
à investir ce lieu comme un lieu que l'on habite et non pas seulement un lieu de vie. Je ressors de ces quelques 2 ans de travail dans cette institution persuadé que le lieu de vie peut devenir le lieu où l'on se rétablit, le lieu du rétablissement conçu et réfléchi à hauteur de ceux qui en son sein s'y rétablissent et non seulement un lieu dans lequel on vit. La fragilité et les besoins si spécifiques à cette population m'a amené à tenter d'investir ce lieu dans ce sens, pour que cela devienne un lieu où l'on vit également des situations émotionnelles positives pour s'y rétablir. L'architecture et la conception des espaces, me semble, peut servir à cela dans le contexte de la fragilité, vulnérabilité et précarité. Peut-être Ça, que si quelqu'un souhaite réagir parmi les intervenantes et les intervenants à cette, est-ce qui que n'est c'est pas parce que c'est vraiment une un ancien question, hôtel? mais un partage d'expérience. Est-ce que le fait que c'est un ancien hôtel fait qu'on se sent plus de passage? Alors, moi, je suis pas objectif là-dedans, hein. Donc, c'était un petit miracle. C'est une institution qui s'est ouverte. Je ne vais pas faire tout le détail. Donc, l'État nous avait demandé de prendre d'accueillir des personnes qui étaient des autres institutions que l'État ne voulait plus aider pour X raisons que je ne vais pas développer ici, hein. Et ça s'est fait en une année entre les retraites populaires, acheter l'hôtel, la mise en place de ça, le financement de l'État, où c'était un petit miracle. En une année, les gens étaient là. Alors, c'est effectivement un hôtel qui a fonctionné jusqu'à 6 mois avant les travaux de transformation. Et puis, les gens qui venaient de notre institution, ils étaient dans des conditions. Alors, je ne dis pas qu'ils étaient malheureux, ce n'est pas du tout ce que je veux dire, hein, mais dans des conditions de vieilles pensions excessivement vétustes, à la limite de la salubrité. Ça convenait probablement à d'autres, mais l'État ne voulait plus subventionner ça. Alors, effectivement, le but de ça, alors c'est vrai que c'est un hôtel qui a été transformé avec l'organisation d'un hôtel, hein, alors qui était pratique pour nous, parce que les espaces étaient vite utilisables, mais effectivement, le but de l'institution, alors moi, je n'ai pas très bien compris après si la père aidante qui a écrit ça, j'ai compris qu'elle travaillait pour que ça devienne un vrai endroit d'habitation, mais effectivement, j'y passe assez régulièrement. Moi, j'entends plutôt les gens qui me disent que par rapport à où ils étaient avant, ils sont beaucoup plus considérés, c'est des espaces plus grands et qu'ils ont un sentiment de liberté pour sortir et entrer comme ils veulent et qu'ils s'y sentent un peu chez eux, mais après chacun a son avis sur la chose, hein. Puis ça, à Lancy, par exemple, dans le bâtiment de HEPS, est-ce que les gens ils se sont dit avec cette architecture qui est architecture contemporaine, hein, au vol, grande qualité architecturale, mais surtout qui ne ressemble peut-être pas à d'où ils viennent, est-ce qu'ils ont eu des problèmes à entrer là-dedans et est-ce qu'ils se sont sentis tout de suite chez eux? Donc, être chez soi, est-ce qu'il a fonctionné tout de suite ou pas? Il y a participé. Oui, alors ce que vous dites, c'est tout à fait juste, surtout que c'était vraiment un quartier en devenir, hein, Pont-Rouge, c'était une zone en friche, ils ont vraiment. Donc c'est difficile de se projeter dans ce quartier. Et c'est vrai que quand vous venez au début, ben voilà, l'appartement est disponible, on vient le voir, c'est encore en chantier. Les gens avaient énormément de difficultés. On a mis du reste, bon, on était en plein Covid, plus de 2 ans pour le remplir. On a ouvert en août 2020, donc c'était pas la meilleure des dates. Mais aujourd'hui, c'est un immeuble qui a une liste d'attente. Donc, on a beaucoup de gens en attente pour cet immeuble. Donc, pas étonnamment, parce que tant les propriétaires que la ville de Lancy se donnent les moyens pour vraiment mettre en route une dynamique dans ce quartier, faire en sorte que les gens puissent se rencontrer. Il y a du commerce, il y a un marché tous les mercredis soirs. Il y a vraiment de l'animation. Ils essaient. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, enfin, on a fait une enquête de satisfaction, parce que comme on vient du monde de la santé, on aime bien évaluer tout ce qui se passe. Et on a fait une enquête de satisfaction qui était l'automne dernier, où le 98% des locataires étaient très satisfaits de vivre dans cette structure avec cette dynamique du vivre ensemble. Donc, c'était plutôt positif. Donc, oui, étonnamment, les gens sont vite. Et pourtant, quand ils viennent visiter, c'est des gens qui, j'avais mon 6 pièces, je vais lâcher mon 6 pièces. Ou alors, c'est je suis trop vieux, c'est trop tard, ou je suis trop jeune, pas encore. Enfin, on n'est jamais vieux au bon moment. Et donc, finalement, non, quand ils y sont, je crois que vraiment le bouche à oreille fait qu'aujourd'hui, on a des gens qui sont en attente. Ouais. Tant mieux. Ouf. Oui.
C'est pas pour se substituer à une institution, mais dans quelle mesure, en dehors des limites, architecturales, on arriverait dans un immeuble normal avec des comportements sociaux de vivre ensemble, c'est-à-dire de veiller sur son voisin plus âgé ou d'aider sa voisine handicapée, justement, rester encore un peu plus longtemps. Alors il y a un moment où on peut plus aller dans sa douche, mais, pourquoi aujourd'hui on n'arrive plus à faire ça à l'échelle d'un immeuble normal? Alors, bon, alors vous serez plus à même de répondre, peut-être les architectes, mais en tout cas, l'architecture est en des moteurs. Ça, c'est une réalité. On a eu la chance de pouvoir faire cet immeuble en vraiment posant un projet d'abord, même eu en livre sur la société de longue vie. Donc, on avait des attentes. Et puis ça, après, bon, on a pu échanger avec Tribu. Donc, c'est vrai que c'est une pièce quand même fondamentale. On a fait de la circulation dans cet immeuble. Il y a de la circulation, alors qu'on a des conceptions d'immeubles aujourd'hui où je passe de l'ascenseur à mon palier de porte et il n'y a rien d'autre. Et encore, si je vais faire la lessive, je dois me cacher dans le sous-sol, puis je vais par la porte de derrière parce que devant, voilà. Et ça, bah, tout bêtement, nous, on a mis une buanderie au rez-de-chaussée. Et une buanderie au rez-de-chaussée avec, alors la seule et unique interdiction, il n'y a pas de machine à laver le linge dans les appartements. C'est interdit. Alors au début, c'est Ougloops, puis en fait, bah, c'est le lieu où tout le monde se rend compte qu'il y a en plus un lieu lumineux au rez-de-chaussée, donc c'est pas caché, ça fait partie de. Voilà, donc c'est quand même important. La donnée vraiment architecturale, elle doit s'associer à ça, sinon on est foutu. Par exemple, on n'a pas mis de balcon, il n'y a pas de balcon dans ces immeubles. Au début, les gens sont arrivés où là en balcon? Il n'y a pas, mais en fait, il y a une terrasse sur le toit, une terrasse commune avec une cuisine d'été, donc vraiment un très bel aménagement pour faire grillade et autres. Eh ben, c'est parfait. Finalement, les gens se rencontrent là. Les gens, ah bah, j'ai mon ancienne copine qui vient manger, on va aller sur la terrasse. Donc, les gens se sont pris à ça. Alors, c'est vrai que quand ils rentrent à l'adret, nous, il y a juste quand même, on les rencontre avant de rentrer en leur expliquant quand même que c'est une dynamique de vivre ensemble, une dynamique aussi intergénérationnelle, des jeunes qui ont des horaires différents que les seniors retraités. Donc, il y en a plutôt qui vont vivre la nuit, qui vont plutôt dormir le week-end, alors que vous allez, enfin bref. Et les gens sont partants ou pas. Donc, ils disent, je pars avec ça. Et puis après, ben, effectivement, ça fonctionne. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que vous dites, ouais, alors c'est ce qu'on parle. On parle aussi beaucoup de prestations ambulatoires aujourd'hui, c'est-à-dire d'amener le travailleur social à domicile, d'amener pour essayer de sortir de ces gens, hein, de chez eux, parce que dans les immeubles, ben, ils restent cloisonnés. Ouais. Oui, Marc. Oui, juste, j'ai bien compris votre intervention. Je crois qu'on mésestime aussi le nombre de prestations, je pense appeler ça comme ça, hein, qui sont fournies par. Il y a les proches aidants officiels qui ont un statut, et puis il y a les aidants qui n'ont pas de statut, je veux dire. Hein. Et dans les immeubles, je crois que. Il y a quand même, moi j'ai longtemps présidé la Vivo, et souvent il y avait des personnes qui se félicitaient d'avoir à côté de chez eux, en dessous, des gens, soit pour des commissions, ou bien aussi le cas classique, c'est les gens qui tombent la nuit. Il fallait les relever. Alors, si il n'y a personne qui est là tout près, c'est souvent c'est la police, c'est l'ambulance, c'est l'hospitalisation avec tout le problème dont on parlait avant. Et simplement d'être présent puis de relever quelqu'un, il y a quantité de prestations qui, puis je sais qu'il y a très longtemps, il y avait une étude qui avait été une estimation. Hein, c'était des montres, si on paye 25 francs l'heure, si on paye 25 francs l'heure, le bénévolat qui est fait dans ce cadre-là, ce serait des centaines de millions qui seraient à la charge de je ne sais pas qui. Hein. Alors, je pense que je pense qu'il faut le cultiver, cet état d'esprit, mais ça existe. Hein. Et puis, parce que c'est intéressant, c'est aussi une question qui s'est posée au bled par les habitants quand il y a eu cette idée d'équipe intégrée, c'est-à-dire, oui, mais finalement, comment est-ce qu'on doit se comporter ? Et finalement, si on dit que potentiellement, il y a un peu partout une chance qu'il y ait de l'habitat inclusif et donc des gens en situation tellement diverses qu'il y en aura forcément un ou deux par cage d'escalier, mais finalement, quelle pourrait être la charte, quel pourrait être le bon comportement ou la bonne information à donner en tant que voisin typo normal, comme vous l'avez dit tout à l'heure, neurotypique, pardon. Et donc, est-ce qu'il y a un message à donner d'abord aux futurs habitants et peut-être aussi accessoirement aux architectes, parce qu'on vient de là. Quand on a commencé à avoir des gens qui vivaient à domicile en tant que bon éducateur, on allait éduquer le voisinage. Oui. Et puis on leur expliquait
voilà, les différences, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus facile de faire arriver la personne, qu'elle vive dans l'immeuble. Au début, les gens, et puis que quelques mois après, on s'aperçoit, tiens, il y a une personne différente, et là, à ce moment-là, Ah on oui. peut commencer à répondre. Parce qu'on évite de créer des barrières mentales, des représentations Ouais. dans l'esprit des gens. Puis en fait, ils se disent, ah ouais, j'ai un voisin qui est particulier. Et donc, en fait, maintenant, on ne fait plus de sensibilisation du voisinage, mais par contre, on va faciliter tout ce qui est les liens de solidarité. Parce que la générosité, elle existe Naturellement. naturellement. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a énormément de générosité et des fois, il n'y a pas l'espace pour la réaliser ou il n'y a simplement pas la conscience que quelqu'un pourrait avoir besoin d'aide. Mais c'est pas que les gens, ils n'ont pas envie d'être le répondant sécutel si leur voisin tombe, c'est qu'ils ne savent pas que le voisin qui est à côté, il a un sécutel. Et donc, en fait, c'est plus de créer un tissu social où les gens se rencontrent, mais indépendamment de l'étiquette de la personne. C'est créer en fait ce sentiment d'appartenance à une communauté pour tous qui fait qu'on laisse ces mécanismes de solidarité et de générosité se remettre en place. Moi, je suis convaincue que dès que l'espace existe, ces mécanismes se réenclenchent parce qu'on a tous besoin de liens sociaux, d'appartenance, et puis c'est valorisant pour tout le monde de donner un coup de main. Il ne s'agit pas après de se retrouver à s'occuper 24 heures sur 24 de sa voisine. C'est pour ça qu'il faut des services, il faut des établissements, il faut que les besoins fondamentaux de la personne soient garantis par des professionnels et qu'il puisse y avoir l'exception, la convivialité, le soin, la générosité, la relation qui puisse venir s'ajouter à l'institutionnel. Quand vous dites il y a besoin de l'espace, donc ça, la spatialité, c'est un truc d'architecte. Donc, c'est quoi le bon espace? Est-ce qu'il y a un espace, 2 espaces, 3 espaces? Est-ce qu'on peut les nommer? Est-ce que Monsieur Bossalet, vous parliez de la différence entre Lancy et ses grands couloirs intérieurs, sur de rues intérieures. Si ça avait été des cages d'escalier avec deux logements par palier, finalement, est-ce que ça aurait été bon? Est-ce qu'il y a quelque chose à inventer dans la spatialisation pour permettre ce genre de choses, c'est-à-dire une sorte de, je ne sais pas comment ça s'appelle, de sérendipité? On se croise et puis les choses naissent d'elles-mêmes parce que l'espace était là pour. Est-ce qu'on peut faire le programme de ces espaces? Et puis on parlera de comment on les finance effectivement via des DEMS ou autres normes, mais effectivement, ce serait quoi ces espaces? Bon, je trouve que ce qui est pensé chez vous à Pont-Rouge, c'est des choses comme ça qui, moi, me parlent énormément. Les besoins des personnes seniors et puis des personnes avec une déficience intellectuelle ne sont pas si différents que ça. Il y a aussi des belles expériences en France de rénovation de quartiers dans les cités médiévales, où au lieu d'en faire des logements de luxe, ils en font des logements mixtes, dont une partie à prix abordable ou subventionné. Et puis, ces espaces, ils ont des caractéristiques intéressantes parce qu'ils ont beaucoup de cours intérieurs. Et puis, ils ont réinvesti ces espaces de cours intérieurs pour les enfants, mais aussi pour faire des barbecues et des choses comme ça, qui fait que les gens se sont réappropriés ces espaces et c'est pas plus cher que de la construction. Alors, c'est pas adapté à des personnes à mobilité réduite, mais ça va très bien pour des gens qui ont des troubles psychiques ou une déficience intellectuelle et des seniors valides. Et la mixité aussi a son intérêt. Après, il y a une question aussi de proportionnalité. Si vous mettez 100% de personnes qui ont des besoins spécifiques dans un endroit, vous créez des conditions de ghetto qui vont faire que ça va être compliqué même d'organiser un barbecue. Oui. Donc, il faut penser à des proportions. En fait. Une question dans le public. Alors, vous avez déjà répondu en partie, je pense, par rapport à l'intervention de l'IA, mais du coup, est-ce que l'inclusion, parce qu'on parle beaucoup d'inclusion, elle est aussi difficile à cause du niveau de confort? Parce que ce qu'on entend, c'est, quand on a parlé tout à l'heure ensemble des douches, des baignoires, etc., etc., vous avez répondu par le tissu social, mais du coup, est-ce que le fait que les normes deviennent de plus en plus strictes, elles sont faites, je ne sais pas par qui, peut-être même par les architectes eux-mêmes. Est-ce que vous êtes consulté? Est-ce qu'elles vous rendent tout le temps service?
Et voilà, est-ce que c'est pas un problème aussi de niveau de confort et du coup d'une société plus individualiste, c'est-à-dire qu'on adapte un logement pas au handicap, à la situation, à l'âge ou je ne sais quoi de la personne, mais plutôt au fait qu'il n'y a plus personne autour d'elle. Des fois, il y a les normes de sécurité qui sont assez absurdes, hein. Les portes TI30 qu'on doit avoir dans les salles de bain, entre autres, et qui font que les personnes âgées en situation de handicap qu'on a nous, elles n'ont plus la force de les ouvrir, Ah oui. tellement elles sont lourdes. Donc des fois, on pense beaucoup à la sécurité physique et à la maîtrise du risque au détriment parfois de la qualité de vie, puis ça génère effectivement beaucoup de coûts. Moi, je trouve qu'on va vers une société qui a un amour de la sécurité qui est vraiment très, très dispendieux et plus rien n'est... Il n'y a plus d'acceptation du risque. Et quand le risque se fait au détriment de la liberté, je pense qu'on ne va pas sur la bonne voie. Voilà. Après, dans votre question, il y avait un autre volet et que j'ai oublié. Ouais, le niveau de confort, je pense que c'est aussi, par exemple, l'isolation phonique qu'il pourrait y avoir entre un appartement et un autre. Moi, je suis allé à 2 reprises récupérer ma voisine à l'époque parce qu'on avait des murs très fins et je l'entendais. Donc, j'ai pu aller parce que je savais qu'il y avait une nécessité, ce que j'ai plus jamais refait depuis que j'habite dans des beaux murs en béton, bien isolés. Mais en fait, ça dépend. Si vous voulez, si vous avez une personne autiste qui vit dans un appartement, son besoin à elle, c'est de ne pas avoir de bruit, parce que les bruits vont énormément la perturber. Puis pour d'autres personnes, le fait de sentir et d'entendre vivre leurs voisins, ça va être quelque chose de sécurisant parce qu'il y a de la vie. Et s'il n'y a plus de bruit, on se sent en privation sensorielle, et terriblement seul. Donc, je pense vraiment que c'est la diversité de l'offre qui fait la richesse de pouvoir répondre aux individus. Et effectivement, quand on est vraiment dans des règlements, des standardisations à outrance, finalement, on répond à un être humain au bout d'un moment qui n'existe pas. C'est le principe d'une norme, c'est qu'elle fixe la normalité. Ouais. Or, on parle de... Et la normalité, c'est la diversité. C'est ça, oui. Oui, Marc, oui. Voilà. Et je pense aussi qu'on est dans un marché qui est très étatisé, avec beaucoup d'argent. La presse, il est sympa. On a un marché un peu entre deux. C'est très étatisé parce que c'est de l'argent social, il y a des garanties de déficit de l'État par rapport à ça, mais notamment dans les nouvelles structures, style appartement protégé, c'est un marché aussi assez privé, je veux dire, là-dedans. Hein. Et l'État doit quand même, par rapport aux normes, moi je trouve aussi personnellement, les normes qu'on nous place sont souvent trop importantes, je t'ai dit tout pour les EMS. En même temps, la responsabilité de l'État, c'est aussi de veiller à ce qu'on ne fasse pas n'importe quoi pour accueillir le monde. Hein. Moi, je suis assez favorable à ce qu'il y ait des normes peut-être moins contraignantes au niveau du confort des mètres carrés, qui s'appliquent à tout le monde, mais bien sûr, ça demanderait un contrôle étatique plus important. Tout à fait. Ou est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt, quand on veut créer une institution, adapter un morceau de ville, par exemple, plutôt que d'avoir 18 normes, d'avoir 3 personnes ou 4, comme les 4 qu'on a là devant, qui jugent en fait du besoin et de la façon la plus optimale financièrement pour les gens d'adapter et surtout que ça reste adaptable à un changement dans 20, 30 ans, ce qui est même, ou à la limite on s'en fout, dans 30 ans on verra bien comment on fait. S'il y a un dans 30 ans. Oui, c'est une bonne question, ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, alors c'est un peu, c'est pas vraiment de l'anti-État, c'est plutôt une façon de déléguer une compétence à des gens qui non seulement s'occupent de la prise en charge, mais en sont aussi responsables, c'est-à-dire jusqu'au bout de dire, bon, bah, c'est comme ça qu'on doit adapter ici et pas comme ça, et puis doivent assumer ça. Et donc,
Il n'y a pas une harmonisation, il n'y a pas une normatisation de cette prise en charge, parce que c'est les gens qui prennent en charge qui sont directement responsables de ça. Ce ne serait pas imaginable, ça, dans un autre monde? Et en associant les personnes concernées. Oui. Parce que finalement, un des écueils, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent à ce qui serait bien pour faire leur bonheur. Les personnes concernées, elles ont des choses à dire. Et parfois, elles sont beaucoup plus pragmatiques que les travailleurs sociaux qui s'imaginent ce qui serait bien pour eux. Donc, je pense que c'est important aussi d'aller chercher ce savoir au niveau du confort, de c'est quoi leur essentiel. Hein. Et on pourrait être étonné que ce n'est pas forcément les normes des EMS ou les normes dièse des établissements socio-éducatifs qui sont l'essentiel. Hein. Et dans ce sens-là, le fait de donner la parole aux personnes concernées, qui sont des revendications normales des associations de personnes en situation de handicap, c'est un pas en avant vers des structures qui sont plus adaptées, mais qui ne doivent pas devenir une norme. Hein. C'est ça. Parce que si ça devient une norme, forcément, ça devient réducteur. Et il y a plein de gens qui sont exclus, en fait, de cette réponse-là, en fait. Oui. Oui, moi, je pense qu'il y a quand même une responsabilité politique là-dedans. Je le vois dans la construction, certes, on est dans un secteur extrêmement normé, mais il y a des marges, il y a des possibilités, mais malheureusement, notre interlocuteur est bien souvent en retrait de tout ça et il met en avant les lois et les règlements. Moi, j'étais toujours surpris avec les différents services de l'administration, ce peu d'ouverture, ce peu d'écoute où finalement on est dans quelque chose qui est comme ça et pas différent. Et pour l'EBS de l'Adret, on touchait à la fois une structure sociale et médicale. Et c'était quelque chose qui n'était jamais fait à Genève. Donc, on avait 2 départements qui devaient prendre des décisions là-dessus, jusqu'au moment où les 2 chefs de département ont dit « OK, on y va, c'est un projet innovant, on avance, on va dans ce sens, et puis on voit que ça réussit. » Donc, il y a aussi, je pense, là, le politique, il a quand même là quelque chose à faire. Le politique, parce qu'il y a le législateur, celui qui fait la loi parce qu'il ne peut pas faire autrement, puis ensuite il y a l'application de la loi. J'ai envie de dire, il y a toujours le droit supérieur qui prime, non, mais il y a toujours une possibilité pour, et je trouve qu'aujourd'hui, le politique doit vraiment doit donner le tempo. C'est quand même, vous savez, on est souvent à critiquer la fonction publique qui est sclérosée, qui est pleine d'inertie, certes, mais la responsabilité, on revient à leur manager, puis leur manager, c'est le politique. Hein. Certes, il y a des lois, des règlements, mais enfin, la dynamique, elle est là. La dynamique, quand il vous faut attendre une année pour une autorisation, ce n'est pas une question de loi, c'est une question une année seulement. Voilà, une année. Non, moi, je vous dis, je découvre le monde de la construction. Quand on a construit l'EPS, on a eu 27 préavis. Quoi. Il y avait 27 préavis pour faire un immeuble. Je veux bien, mais ça sollicite beaucoup de monde. Et ce qui est très bien, mais si je pense qu'on a encore de la marge, il faut juste qu'on ose. C'est ça. Ouais. Et pour oser, il faut qu'il y ait quelqu'un au-dessus qui nous dise tu peux y aller. Et peut-être envisager qu'on ait des choses qui sont justement, comme vous le disiez, beaucoup moins en silo et qu'on puisse avoir un continuum, qu'on puisse être et dedans et dehors. Oui. Et ça, c'est donc justement que dans les cadres légaux, en fait, on offre plus de flexibilité pour pouvoir répondre à des besoins différents. Dans le canton de Vaud, il y a un dispositif qui s'appelle Rameau. Et c'est un petit miracle de flexibilité parce qu'on a réussi à faire financer par le canton des prestations socio-éducatives en faveur de gens qui sont à domicile. Et je ne reviens toujours pas que ça ait passé. Quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, ce ne serait plus possible. Ça a 10 ans, puis à 10 ans, il y a un truc qui est passé sous les radars, puis ils ne se sont pas rendus compte que c'est un financement un peu bizarre, au décompte final, avec des prestations qui sont fluctuantes, et ça, c'est extrêmement souple, extrêmement économique. Hein. Aujourd'hui, je ne suis pas sûre qu'avec un service qui s'est bien réorganisé, que ce serait de nouveau possible. Ouais, tout à Donc, fait. il faut un peu de bordel partout pour qu'on puisse avoir de la créativité. Très bien. Marc? Oui, juste un mot là-dessus. Moi, je pense que le moment, c'est le bon moment maintenant pour venir avec des propositions comme ça, parce qu'au niveau politique, il y a quand même une espèce de traumatisme. Je ne sais pas comment c'est à Genève, mais ça ne peut pas être très différent. Quand on fait des projections sur la nécessité de construire X CMS dans le canton, c'est un nombre de lits
astronomiques. Je fais partie des gens qui ont peut-être besoin pas avant 10 ans, j'espère, à 310 000 francs le lit, c'est des montants gigantesques. Et il y a une ouverture maintenant pour toutes les alternatives, les colocations, les endroits protégés, tout ce qui existe et toutes les idées, je pense qu'on peut les discuter auprès de l'État. Alors, c'est aussi peut-être là, au niveau de l'institution, une institution, elle est aussi utile par rapport à quelqu'un qui n'est pas, parce qu'on a quand même des réseaux au niveau politique où on peut les discuter assez rapidement. Tout à fait. C'est très intéressant, en tout cas, en tant qu'architecte, de vous entendre, parce que nous aussi, on veut mettre le bordel, on veut de la flexibilité, on veut ouvrir. Donc, ce rapport aux normes, on le ressent à 300%. On est aussi, je pense, des interlocuteurs intéressants quand on parle de ces questions-là. Je pense, de manière générale, la profession, hein, les consoeurs et confrères, toujours assez ouverts à tous ces questionnements qui intéressent la société. Et sur la question de l'inclusivité, plus que tout, d'abord parce que c'est effectivement à la mode, mais qu'on sent qu'il y a une sorte de fibre comme ça qui intéresse par nature, on va dire, l'intellect architectural. On n'a pas vraiment abordé tous les aspects de l'inclusion. Hein. Quand on parle, je sais pas, de l'écriture inclusive et de questions de genre, on parle de tout à fait autre chose. Donc, on a volontairement resserré la thématique. Mais ce qui est très intéressant, c'est bel et bien de prendre conscience de ce qui relie l'ensemble des problématiques qui vous concernent et l'ensemble des réponses, en particulier architecturales, qui rejoignent très souvent les questions qu'on se pose quand on parle de transition écologique, mais quand on parle de diversité, de mixité, tous ces termes, d'urbanité que vous nous avez sortis aujourd'hui et qui finalement rejoignent tout à fait nos considérations. Donc, merci beaucoup pour votre participation, Madame Scholder, Monsieur Beausoleil et Monsieur Vieumier, qui venaient d'un peu partout dans le canton et d'ailleurs d'autres cantons, de votre participation généreuse aujourd'hui. Je précise que après-demain, le 29 avril, il y a une visite du projet à Lancy à 10h du matin. Donc, c'est le bâtiment de l'Adret, donc c'est dans le secteur de l'Adret à Lancy-Pont-Rouge. Vous pouvez prendre partout sur la ligne du Léman Express n'importe quel train qui va jusque là-bas. Enfin, je ne sais pas s'ils y vont tous, hein, mais en tout cas, une bonne partie. Et puis, prochainement, des visites tous les premiers mardis du mois de l'écoquartier des Plaines du Loup et du bâtiment du Bled. Donc, on va pouvoir voir tout ce qu'on a fait parfaitement et qui répond à l'ensemble de ce que vous avez décrit aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à venir nombreux et nombreux. Et puis, si vous avez besoin d'informations complémentaires sur ces activités, ces tables rondes et ces conférences, un seul site internet, tribu-architecture.ch. Vous vous inscrivez à la newsletter et vous recevrez régulièrement ce qui vous permettra d'y assister. Cette conférence, cette table ronde et tout se retrouvera un jour, quand on aura le temps, sur YouTube ou sur une autre plateforme pour pouvoir revisionner tout ça et se souvenir de combien c'était génial, tout ce qu'on se disait déjà à cette époque-là et de tout ce qu'on a réussi à changer. Merci beaucoup de votre participation en direct et en ligne et puis bon retour chez vous. Merci. Merci.